C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous et merci de choisir Télé 50 au sommaire. Crash de l'avion Fokker 50 de la compagnie aérienne CAA lundi dans la ville de Goma. On en parle encore et toujours après les drames. Place au bilan et aux mesures. Le ministre des Transports et Voies des Communications, Justin Kalumba, est monté au créneau ce mardi. Il a précisé que le crash a fait au moins 6 morts et 3 rescapés. Et puis le football congolais risque gros. Après la CAF, c'est la FIFA qui entre en danse pour de rappel à l'ordre. Dans une correspondance adressée au gouvernement, l'instance suprême du football mondial menace de sanctionner la FECOFA et pour cause la note circulaire du ministre des Sports interdisant l'organisation de matchs nationaux dans les stades privés. C'est dès l'ingérence de la politique dans le sport, a martelé la FIFA. Voilà tout pour le titre. Venons-en au développement. L'actualité, c'est encore et toujours les crashs de l'avion Fokker 50 de la compagnie aérienne CAA lundi dans la ville de Goma. Justin Kalumba, le ministre des Transports et Voies des Communications, a fourni de précisions sur l'incident. Il a précisé ce mardi que ces bilans s'élèvent à 6 morts et 3 rescapés. Entre-temps, sur place, des mesures ont été prises. Le gouvernement provincial a interdit tout atterrissage après 17 h heure locale. Selon les premiers éléments en notre possession et en attendant le résultat de l'enquête technique, l'accident serait dû aux mauvaises conditions météorologiques provoquées par l'orage. Je voudrais rappeler, en outre, à l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, que le bilan exact du crash est celui que je viens de communiquer. Et j'invite par conséquent toutes les personnes soucieuses de donner la bonne information à notre peuple de venir la chercher à la source et de s'abstenir de diffuser des chiffres incorrects. Je tiens à confirmer la ferme volonté du gouvernement d'assainir le secteur de l'aviation civile. Et ceci passe notamment par la recertification de toutes les compagnies aériennes, de tous les aéronefs et de tous les équipages, recertification qui va commencer à la fin de ce mois de mars. Merci. Actualité politique dans le pays, on parle de concertation nationale. Le président de l'Assemblée nationale poursuit les pré-contacts déjà entamés. Ce mardi, Obaminaku a conféré avec Azarias Rouberois, président du Rassemblement congolais pour la démocratie, accompagné des autres cadres de ces partis politiques. Le RCD soutient la démarche du chef de l'État, Joseph Kabila, de bâtir la cohésion nationale pour combattre toute forme de balkanisation de la RDC. Notre point de vue, c'est que si c'est des concertations qui ont un contenu qui va aider à régler le problème de la nation, évidemment, nous ne pouvons qu'être partenaires. Les uns et les autres estiment que c'est nécessaire de dialoguer. Le président de la République, qui lui a demandé de recevoir les différentes délégations, il tient beaucoup, selon le président de l'Assemblée nationale. Les autres forces, aussi bien politiques et sociales, tiennent à un dialogue. Alors, nous souhaitons que ce dialogue se tienne effectivement, mais de façon consistante, abordant des questions de fond, débouchant à des principes de solutions qui devront être exécutés pour permettre à notre pays d'aller de l'avant, aussi bien sur le plan politique, économique et social. C'est depuis dimanche qu'une délégation polonaise de la garde frontière est à Kinshasa pour une mission de 5 jours. Et le lundi, elle a eu sa toute première séance avec le vice-ministre de l'Intérieur ainsi que les agents de la Direction générale des migrations. Au cœur de la question, la gestion des migrants congolais en Pologne et la coopération entre les deux pays. C'est une visite qui exprime le mieux la qualité des relations entre la Pologne et la RDC dans le domaine des migrations. Ce déplacement de la délégation polonaise arrive 5 jours seulement après la fin de la visite en Pologne du directeur général de la DGM.
En tête de la délégation, le colonel Andriège de la garde des frontières de son pays. Les deux parties ont eu une séance de travail au cours de laquelle la partie congolaise a exprimé le souhait de connaître le nombre exact des résidents congolais en Pologne, leur nombre mais aussi leur situation au regard de la législation polonaise en matière des migrations. D'autres chiffres que l'on désire maîtriser, c'est également le nombre de demandeurs d'asile et le nombre de détenus congolais en Pologne. La maîtrise de ces chiffres, une base pour aborder la question générale de la migration des Congolais en Pologne. La Pologne qui dit bien traiter les Congolais même lorsqu'ils sont en situation litigieuse. La délégation a eu droit également à une visite du serveur central et des installations destinées notamment à la formation des agents. Et c'est par une audience auprès du vice-ministre de l'Intérieur, Egid Ngokoso, que la délégation polonaise a clôturé la journée de ce lundi. Une importante séance de travail est encore prévue pour mercredi, toujours ici à la DGM. Comment évoluent les activités de l'UCOP, cette structure qui coordonne plusieurs projets financés par la Banque mondiale? La question était au centre de la réunion ordinaire du comité ministériel de supervision de ce projet au ministère du Plan à Kinshasa. Il s'agissait de faire le point sur la réalisation trimestrielle de cet organe technique ainsi que de perspectives. Des travaux de réhabilitation ou construction d'infrastructures, des actions en faveur de plus démunis et plus vulnérables, c'est notamment le domaine d'action de l'UCOP qui, avec ce comité interministériel, devrait regarder dans le rétroviseur, 3 mois après plusieurs réalisations dans la capitale Kinshasa, comme dans d'autres provinces. Il a donc été question de recevoir le rapport du dernier trimestre, donc que je pourrais considérer comme le premier trimestre de l'année, mais également de parler d'un certain nombre de projets en cours et des perspectives d'avenir. Il y a un travail qui nous a été présenté par les coordonnateurs de l'ICOP, des propositions concrètes sur l'avenir de cette structure, et nous lui avons demandé d'approfondir le sujet et de nous faire des propositions beaucoup plus affinées que nous allons examiner au cours de la prochaine rencontre. Des projets à portée sociale pour lesquels il faut redoubler d'efforts, mais le travail déjà abattu est tout de même satisfaisant, reconnaissent les responsables, bien que beaucoup reste à faire. Et vous remarquerez que dans le domaine des travaux routiers, je vais revenir sur la question de votre confrère tantôt, nous avons programmé sur les 40 km prévus à Kinshasa, nous avons programmé 39. Et si je prends aujourd'hui, nous avons à main 30 km qu'on a réalisé, donc il nous reste 9 km à peu près, mais sur lesquels l'on travaille, et nous espérons que d'ici la fin du projet, nous allons les terminer. Nous pouvons dire que les choses sont sous contrôle. Nous avons encore 3 mois pour suivre, et comme on leur a retiré, ils ne vont plus se précipiter comme s'ils allaient encore intervenir à Matongé. Ils vont se concentrer maintenant sur Croix-Rouge et Itaga. Nous avons espoir qu'ils vont terminer. Des travaux qui sont exécutés avec l'appui de la Banque mondiale, et la prochaine évaluation, c'est dans 3 mois. Restons à Kinshasa. Bientôt, les services de l'Institut national de sécurité sociale de la RDC seront informatisés. C'est une initiative du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Bahati Loukebo, dans le but de mettre en place une gestion efficace et efficiente au sein de cette structure, comme ça s'est fait partout ailleurs. En Afrique, parmi les pays qui l'expérimentent déjà, figurent notamment le Cameroun et le Sénégal, qui ont justement décidé de partager cette expérience avec la RDC. Alain Nomamba. Ce sera une première, une fois ce projet matérialisé pour l'Institut national de sécurité sociale. Auprès du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, le Camerounais Mekoulou Vondo Akam, conduit par Agnès Mouad-Nawesh, directrice générale de l'UNESS, il était question de discuter de cette réforme que Bahati Loukebo entend apporter au profit de la population congolaise bénéficiaire des services de cette structure qui, depuis sa création, n'a jamais vu ses services informatisés. Ce projet, en entendant sa mise en œuvre, marque le premier pas de coopération entre la Caisse de sécurité sociale du Cameroun et sa structure sœur de la RDC, qui est l'INESS. Le développement de programmes et systèmes de sécurité sociale est l'une des réalisations les plus marquantes du XXIe siècle dans le domaine de la politique sociale. Pour la RDC, dont les défis à relever dans ce domaine sont énormes, cette démarche est significative, car pour y arriver, le service devra travailler selon les normes internationales.
Autre chose, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, El Kibassa, a célébré lundi ses 31 ans. L'occasion était pour le président de ces partis d'exhorter l'assistance de plusieurs cadres de ces partis venus répondre à ces rendez-vous, à préserver et à travailler d'arrache-pied en faveur du rayonnement du parti. Face à une situation historique qui met la nation en péril, plus qu'une responsabilité, la cohésion nationale s'impose à nous tous. Acteurs politiques, société civile, forces de défense et de sécurité et toutes les forces vives de la nation. La proposition a rencontré l'assentiment d'une bonne frange de la population et cette célébration était une occasion pour Ogi Kibassa de saluer les consultations initiées par le chef de l'État Joseph Kabila en perspective du dialogue devant assurer la cohésion nationale. La situation sécuritaire plutôt préoccupante qui prévaut au Nord Kivu a été condamnée. De même, la rébellion du M23 et toutes les exactions commises. Nous saluons l'appel au dialogue du chef de l'État pour la réalisation de la cohésion nationale. Nous souhaitons que ce forum atteigne son objectif et qu'il soit abordé les questions relatives à la politique de la défense ainsi que de la diplomatie qui doivent s'intégrer dans une logique cohérente dans la durée. Nous pensons que le pays a besoin de l'apport de tous pour stopper net, cette machine de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Au cours de cette même rencontre commémorative, cadres et militants de l'UDPS El Kibassa ont à l'unanimité répondu à cet appel, question d'exprimer leur attachement aux idéaux du parti. Avant de procéder à la présentation du nouveau comité fédéral de la ville de Kinshasa, qui a mission de redynamiser les activités de ce parti de la majorité présidentielle, son secrétaire général, Séraphin Oumba, a invité les militants à porter toujours plus haut l'étendard UDPS Kibassa. On se rend à présent au Bas-Congo pour améliorer les sociales des Congolais. La réserve stratégique générale se penche sur la consommation locale. Voilà qui justifie la visite de sa directrice générale, Ndona Marianne Nsitu, à la Palmeraie de Mvouloulou. Détail avec Charlotte Iwawa. Exploiter la terre demeure la passion de la directrice générale de la réserve stratégique. Ici à Mvouloulou, dans le Bas-Congo, Ndona Marianne est venue visiter cette palmeraie vaste de plus de 50 hectares, assortie d'un parc à bois de plus de 40 hectares. Ici sera produit localement l'huile de palme. Les palmiers se portent très bien, à part que nous avons un très grand problème ici, il ne pleut presque pas. Et puis la main d'œuvre est très difficile à trouver parce que les gens s'adonnent à la braise. Alors nous serons obligés de commencer à créer un village rural pour que les paysans quittent, n'est-ce pas, leur lieu d'habitation et habitent sur le site, travaillent sur le site pour, disons, essayer de changer un peu la mentalité de fabrication de braise. Nous sommes en train de suivre la vision du président de la République. Vous savez bien que la réserve stratégique est une structure qui dépend du chef de l'État. Après Mvouloulou, c'est à Tchela qu'elle s'est rendue pour visiter les vastes champs de culture de première nécessité qui attendent servir les marchés congolais. Vous êtes sûrement passionné de la lecture. Eh ben, un livre intitulé La pétrographie de l'arbre à Virunga vient de paraître sous le patronage du ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique. La cérémonie du baptême des livres a eu lieu le week-end dans la salle de promotion de l'université de Kinshasa. Fabien Lumbala. Je te baptise au nom de la science, car ta apparition vient d'apporter un plus dans la littérature. Selon l'auteur de cet ouvrage, le professeur Albert Ongendangenda Tienge, de la faculté des sciences de cet alma mater, la chaîne des Virunga est située aux confins de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Ouganda, entre les lacs Kivu et Édouard. Elle couvre une superficie de 4000 km² où sont parsemés 8 grands volcans et une centaine d'icônes satellites. Les volcans, véritables machines naturelles, selon l'auteur, sont sujets des fascinations et des curiosités humaines suite aux différents phénomènes qui les entourent. Mais quel est le mérite de cet ouvrage?
dans un contexte scientifique, socle, mais aussi soumis aux nouvelles technologies. C'est l'étude de minéraux. L'identification des minéraux au microscope, les minéraux qui sont les constituants de la roche. Pour qu'une roche se forme, il faut partir de l'origine, de son origine, c'est-à-dire du manteau. À l'instar des scientifiques, les amis du livre et amoureux de la lecture, apprivoisés, y trouveront leur compte. Le choix du cadre des personnalités pour le vernissage de cet ouvrage du professeur Albert Onguenda est loin d'être un pur hasard. L'initiation à la pétrographie des laves des Virunga étant d'abord un livre scientifique, d'où le grand intérêt des étudiants. Nous sommes particulièrement contents de voir que quand même il y a encore des professeurs dans notre université qui ont encore cette soif de recherche. Paru aux éditions Mediapol à Kinshasa, ce livre qui vient enrichir les rayons des bibliothèques à travers la République démocratique du Congo n'attend plus qu'à y être rangé. Et puis dans l'actualité sportive, le football congolais risque gros, très gros même. Après la CAF, c'est la FIFA qui entre en danse pour de rappel à l'ordre. Dans une correspondance adressée au gouvernement, l'instance suprême du football mondial menace de sanctionner la FECOFA. Et pour cause, la note circulaire des ministres des Sports interdisant l'organisation de matchs nationaux dans les stades privés, c'est de l'ingérence de la politique dans le sport d'après la FIFA. Dans cette correspondance datée du 4 mars 2013, signée par le secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valqué, et adressée au gouvernement congolais par les billets du ministre des Sports, l'instance du football mondial s'est dit indignée de constater que les autorités politiques congolaises se mêlent dans la gestion du football. Ce qui pourtant n'est pas dans leur prérogative et expose du coup toute une nation à des sanctions graves si la note circulaire du 29 novembre 2012 du ministre Baudouin Banza-Moukalay n'est pas annulée. Ainsi donc, selon la FIFA, cette note énerve le texte de son institution et remet en cause l'autonomie de la Fédération congolaise de football, association. La FIFA apprend avec inquiétude le contenu de votre note circulaire du 29 novembre 2012 qui, si elle venait à être appliquée, pourrait avoir des sérieuses conséquences sur le football congolais. Comme indiqué dans notre lettre du 25 mai 2011, les statuts de la FIFA prévoient explicitement que les associations membres doivent pouvoir gérer leurs affaires de manière indépendante, faute de quoi elles sont susceptibles d'être sanctionnées. Sachant qu'elle est touchée à la gorge, par ricochet, la FIFA lève le ton en mettant en garde tous les décideurs congolais à la matière sur ce qu'ils qualifient d'ingérence dans le football en République démocratique du Congo. Et elle ne s'arrête pas là, les sanctions risquent de pleuvoir. Nous demandons respectueusement au gouvernement congolais de reconsidérer la note circulaire. À défaut et en cas de mise en œuvre contraignante, la FIFA se verrait obligée de sanctionner la FECOFA, ce qui signifierait très probablement une suspension à l'image d'exemples similaires survenus ailleurs. Une suspension signifierait que toute équipe nationale ou de club et que tout officiel de la FECOFA ne pourrait plus entretenir de relations sur le plan sportif. Rappelons que le nez du problème réside dans la circulaire du ministre Banza-Moukalay, laquelle circulaire interdisait l'organisation des matchs de la Linafoot dans les stades privés. Que faire à ces stades, sinon l'État congolais, qui relève déjà petit à petit les défis énormes dans tous les domaines, devra prioriser maintenant ce dossier très sensible. Très grave. Et voilà, c'en est fini pour ce journal. Grand merci à vous pour la fidélité. On se retrouve juste après pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank.
La lecture de journaux et de la presse en ligne, aujourd'hui, c'est avec Eric Lukoki. Bienvenue. Merci Freddy. À la une de la presse nationale, l'énième drame qui a sombré les ciels congolais et cause de morts, je dis bien inutile. Inutile, Freddy, vous l'avez dit, oui, encore de morts. Des morts, des plans forum des As en une. Le journal, pour le moins ironique, note qu'on avait observé un moment de répit dans le sinistre feuilleton d'accident d'avion que ne cessait d'égrener la RDC, mais c'était sans compter avec un crash qui endommage une fois de plus la martyre ville de Goma en proie à des exactions sans nombre qui sont le fait du M23. Mais en attendant de connaître les causes du drame, le quotidien pose des questions sur ce cycle devenu infernal, de crash bien sûr, devenu infernal en RDC. Est-ce parce qu'on n'a pas suffisamment compris les leçons de ces qui a été fait, ou est-ce que parce que les recommandations qui ont été faites n'ont jamais connu un début d'application. Pour l'avenir, cet énième crash à Goma, c'est un accident de trop qui arrive au mauvais moment et au mauvais endroit. La RDC qui totalise déjà plus de 5 millions de morts occasionnés par la guerre d'agression dont elle est victime, fulmine le quotidien, n'a plus besoin d'en rajouter d'autres. Au journal de Convier, le gouvernement que dirige le Premier ministre Matata Ponyo d'éradiquer cette gangrène. À la prospérité qui se veut plutôt sobre de relater qu'il s'agissait d'un avion de ligne de type Fokker 50 appartenant à la compagnie africaine d'aviation CAA en provenance de Lodja dans le Kasaï oriental. L'appareil était sur le point d'atterrir, écrit le journal, lorsqu'il s'est écrasé en se désintégrant totalement sur une zone non habitée. La prospérité précise que selon des sources officielles, il n'y a pas eu mort d'homme au sol. Seulement dans les décombres, 5 corps ont été retrouvés. 3 personnes sont sorties vivantes et conduites immédiatement à l'hôpital. Et voilà, très grave, triste drame, vraiment. Ouais. Et sur le continent, les autorités béninoises prétendent avoir déjoué une énième tentative de coup d'État. Oui, encore un coup d'État avorté au Bénin et avec un nom qui revient encore et encore, Freddy, c'est celui de Patrice Talon, l'ex-manière du coton réfugié à Paris, depuis qu'il a été accusé d'avoir avec la cousine, la nièce du président Boni Yayi, de l'avoir donc... c'est de la famille. Oui, c'est une histoire de famille. Et le monsieur, Patrice Talon, est un ami, un ancien ami du président Boni Yayi. Alors, sur la Nouvelle Tribune, un journal de contenu plutôt circonspect sur le sujet, le richissime homme d'affaires Patrice Talon fait l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt international depuis vendredi dernier. Et l'un de ses cousins, Johannes Dagnon, expert comptable de son État, a été arrêté. Lui et un colonel auraient fomenté donc un coup d'État le 22 février dernier visant à instaurer un régime militaire, en croire donc le pouvoir béninois. Dans la sous-région, les journaux sont plutôt sceptiques et franchement, ils le disent. Il y a par exemple l'Observateur Palaga qui écrit « Crise de complotite aiguë à Cotonou », alors que les enquêtes sur la fameuse affaire de tentative d'empoisonnement du président Thomas Yayi Boni n'ont pas encore livré leurs conclusions. Voilà qu'on parle de nouveau d'une conspiration contre la sécurité de l'État, écrit le journal. Difficile dans le dossier actuel de démêler le vrai du faux, constate l'observateur plutôt. Mais quoi qu'on puisse dire, les suspects arrêtés ne sont que des alevins de petits poissons. Et la question qui se pose est celle de savoir s'il y a vraiment de gros requins cachés dans ces eaux troubles béninoises, remarque le journal. Mais que diable se passe-t-il au Bénin de Boni Yayi, s'interroge le pays qui titre en une tentative de coup d'État au Bénin, un vrai complot ou paranoïa. En tout cas, constate le quotidien Ouagalais, au sommet de l'État béninois, il n'y a pas beaucoup de sérénité ces derniers jours. À bon entendeur, salut. On termine avec un sujet insolite plutôt politique. Les négociateurs de la très sérieuse ONU sont souvent ivres morts au moment des négociations. ONU, Organisation des Nations Unies, on a bien dit. Alors l'accusation relayée par notre site belge chéri 7sur7.be est un de leurs, Joseph Torcella, ambassadeur américain des États-Unis d'Amérique à l'ONU, qui a dit précisément ceci, Freddy, je cite, « Nous proposons en toute modestie que les lieux consacrés aux négociations soient à l'avenir déclarés zone interdite à l'alcoolisme. » Fin de citation. En effet, l'alcool coulerait à flot, selon donc le site belge 7sur7.be, lors des négociations qui se terminent souvent très tard. Alors, selon un autre ambassadeur qui a tenu à garder l'anonymat, il y a
il y a peu, un diplomate était tellement saoul qu'il a dû être remplacé. Ivre mort, un autre serait effondré sous les yeux de ses camarades. D'autres témoignages évoquent des discours plutôt incompréhensibles. Vous savez, quand vous avez pris un peu trop d'alcool, vous débitez de... On parle contre toi. Oui. Et il faut dire que ce sont ces gens-là qui décident sur l'avenir du monde. Lorsque l'alcool s'invite dans les choses sérieuses, il y a lieu de se poser des questions. Beaucoup de questions. Voilà tout pour votre revue. Il n'y a plus qu'à vous dire merci Eric Lecoqui. Merci à vous. Fin de cette revue de presse. Retrouvez la suite de l'actualité sur télé50.com. À très bientôt.